que pour nous, le professeur Senghor, c'est une certaine idée de l'Afrique, c'est une certaine idée de la relation avec l'Afrique, c'est une certaine idée de la francophonie, c'est une certaine idée de l'universel. Il y a quelques semaines, rue des Écoles à Paris, présence africaine, qui est un peu mon escale obligatoire quand je suis à Paris, le plaisir d'acheter un livre qui me paraissait formidable de Barbara Cassin sur Compliquer l'universel, donc où effectivement elle évoque ce pluralisme linguistique est aussi important et qui aujourd'hui nous permet de penser un peu la langue française et la francophonie telle que le Sédar Senghor avait souhaité qu'on la pense, à savoir dans sa diversité. Parler de Senghor, vous l'avez brossé tout à l'heure quelque part, c'est parler, on peut parler de Senghor sur plusieurs facettes. C'est un homme de plusieurs dimensions, c'est un homme de culture, c'est un poète, c'est un politique. Pour nous, Senghor, le président Senghor fait partie de notre patrimoine culturel, parce que Senghor incarnait la nation. Alors aujourd'hui, je pense qu'on parle souvent de la démocratie sénégalaise, on parle souvent de la nation sénégalaise, et ça, quelque part, on le doit à l'époque de Senghor. Senghor était aussi celui qui menait le combat contre la balkanisation de l'Afrique. Il disait d'abord de faire la fédération avant de passer à l'indépendance. Senghor était aussi quelqu'un qui se battait pour l'interculturalité. Et c'est quelqu'un aussi qui se battait pour parler de la civilisation de l'universel. Et c'est dans ce sens-là qu'il voulait une prise de conscience générale en disant que culturellement, certainement, il y en a plusieurs cultures, mais en réalité, toutes les cultures sont complètes. Et c'est dans ce sens-là qu'il y avait cette ouverture d'esprit vers l'extérieur. Et c'est en ce moment-là qu'il disait qu'il faut être profondément ancré dans ses racines pour pouvoir mieux s'ouvrir aux autres. Et je pense que nous, Sénégalais, nous avons eu la chance d'avoir l'épaule Sédar Senghor qui a pu, en ce moment-là, inculquer cet état d'esprit aux Sénégalais pour qu'on puisse avoir cette ouverture d'esprit vers le monde extérieur. Et cette ouverture d'esprit, on trouve ça ailleurs, également, par exemple, à Bordeaux. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette salle de la mairie de Bordeaux. Quel bel hommage on aurait pu faire plus que ça à l'épaule Sédar Senghor, si ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que son rêve, c'était ça, l'interculturalité. Être dans une salle composée de blancs et de noirs, parler de la même chose, parler de la culture. Et ça, je pense que dans ce sens-là, la mairie de Bordeaux a pris une très belle initiative d'organiser cette grande rencontre. Vous dites également, à l'intérieur de cette belle salle, il y a beaucoup de gens qui, depuis également, en saluant, on ne connaît pas encore le contenu de la prestation de nos intervenants, de nos illustres intervenants, mais je suis persuadé que ça sera une prestation de votre facture. Je disais tout à l'heure qu'à l'intérieur de la salle, il y a également beaucoup de compatriotes qui connaissent très bien le pôle Sédar Senghor, qui ont pu prendre place aussi pour partager cet esprit de Senghor. Et c'est dans ce sens-là que je les remercie d'avoir fait le déplacement, en remerciant les amis du Sénégal. Faut-il rappeler que l'époque Sédar Senghor fut, entre autres, agrégé de grammaire française en 1935. Il était le premier noir à obtenir cette agrégation. Grand prix international de poésie en 1963, et qu'il fit son entrée à l'Académie française en 1983. Faut-il rappeler également que l'université francophone d'Alexandrie porte son nom. Quelle autre ville qu'Alexandrie, cette cité monde qui fut des siècles durant symbole du cosmopolitisme méditerranéen et de l'ouverture sur l'universel, méritait mieux d'accueillir cette université. Là, me semble-t-il, se sont rencontrés, ont fusionné, une certaine conception de la francophonie, ouverte, inclusive, émancipatrice, et le levantinisme,
cette civilisation du contact, selon la belle expression de l'historien Henri Laurens. Là peut et doit s'expérimenter le dialogue des cultures dont notre monde a aujourd'hui tant besoin. Dialogue des cultures, c'est, et les spécialistes l'auront deviné, le titre du volume 5 des Libertés de Léopold Sédar Senghor. Nous aimons cette francophonie lorsqu'elle se conjugue avec universalisme et qu'elle se donne pour synonyme humanisme. Senghor parle d'humanisme intégral, une valeur que d'aucuns, politologues, observateurs ou polémistes obsédés par l'identité, jugent à tort dépassés ou ringards. À cela, on pourrait dire, lisez ou relisez Voltaire et son traité sur la tolérance. La troisième et dernière facette est celle de l'homme politique que le politologue que je suis ne pouvait pas ne pas évoquer. Léopold Senghor a eu, nous le savons, une longue carrière politique qui démarre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il fut député et ministre sous la Troisième République avant de devenir président du Sénégal, fonction qu'il exerça du 5 septembre 1960 jusqu'à sa démission avant la fin de son 5e mandat en décembre 1980. Nos cursus à Sciences Po Bordeaux, notamment ceux consacrés à l'Afrique, font une large place aux régimes politiques africains et à ce qui a longtemps été une de leurs caractéristiques majeures, l'autoritarisme associé au parti unique. Mais il ne manque jamais, je parle de nos cursus, de souligner une exceptionnalité, même relative en la matière. Cette exceptionnalité, c'est celle du Sénégal, qui a connu le parti unique pendant quelques années, avant de renouer avec le multipartisme en 1973. Certes, la démocratie sénégalaise n'était pas parfaite, mais quelle démocratie est-elle parfaite? Néanmoins, elle allait de pair avec un contrat social entre l'État et la société qui a permis au Sénégal d'éviter les dérives parfois meurtrières observées chez ses voisins et au-delà. Léopold Sédar Senghor est aussi l'homme qui a su se retirer de la vie publique. C'était, je le rappelle, le 31 décembre 1980, témoignant ainsi de son refus de la présidence à vie qui lui tendait les bras. L'enseignant que je suis manquerait à son devoir si l'on omettait de dire que ce retrait a été interprété par d'éminents historiens sénégalais comme Mamadou Diouf ou Moumakoumba Diop comme ayant été la conséquence de la grave crise économique qui frappait le Sénégal et allait amener l'intervention du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et la mise en œuvre de plans d'ajustement structurel. C'est un débat important, mais ce n'est ni le lieu ni le moment de le faire, d'autant plus que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. En revanche, il me paraît important de souligner le fait que la décision senghorienne détonnait totalement dans une Afrique où la présidence à vie était la norme et allait le demeurer encore de longues années, jusqu'aux transitions politiques du début des années 1990. Léopold Senghor ne fit pas beaucoup d'adeptes parmi ses pairs chefs d'État, mais il n'en demeure pas moins que son départ volontaire a valeur d'exemple aujourd'hui encore. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la Gambie voisine. Ce Senghor, homme politique, appartient à l'histoire, à notre histoire, comme un titre que le chant de la négritude est immortel. C'est la raison pour laquelle l'Institut des Afriques s'honore d'être associé à cet hommage organisé par la ville de Bordeaux, par mon ami Pierre de Gaëtan-Gicam. À travers Senghor, cet hommage va à tous nos compatriotes et amis d'origine sénégalaise, africains présents sur nos territoires. Il va aussi, singulièrement, à ce millier de tirailleurs morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale et dont les restes reposent à la nécropole de Napus à la peste. Je vous remercie. L'ancien Premier ministre, maire, président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, rend hommage aux poètes, aux penseurs, au premier chef d'État, fondateur du Sénégal moderne, à l'homme de lettres. Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs de cette manifestation culturelle et plus particulièrement mon cadet, Abdourahmane Koïta, consul général du Sénégal à Bordeaux, d'avoir eu la délicate attention, connaissant la stature privilégiée de mes rapports avec le professeur Senghor, de suggérer de m'associer à la réunion d'aujourd'hui. Cette invitation me procure le plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer dans le cadre du 100e anniversaire de sa naissance, 15 ans après son décès, celui qui a incarné l'idée d'une civilisation de l'universel, de ce rendez-vous des différentes nations et cultures du monde,
chacun enraciné dans ses valeurs propres et pourtant ouverte aux apports d'autres visions du monde. J'apporterai volontiers ma contribution à cet hommage de Bordeaux, non en sens d'une certaine fierté, une émotion réelle, celle d'avoir à rappeler les liens que Senghor s'est attaché sa vie durant à tisser entre les hommes. Je sais qu'il aurait été sensible à l'idée de voir la capitale de cette vaste région du Sud-Ouest apprécier le rayonnement de sa pensée et son action qui touche toutes les frontières de notre humaine condition. Mais comment ne pas évoquer également, ici, la traite négrière initiée par les grandes compagnies commerciales portugaises et anglaises. Vous avez, avec élégance, su affronter votre histoire, ouvrir vos yeux et vos cœurs pour prendre acte de ce sentiment, de ce moment irrépréhensible, sans le sentir coupable, sans se sentir coupable, afin que les relations deviennent décomplexées et plus fraternelles. Je vous en remercie au nom de la souffrance endurée par les miens, tant il est vrai qu'on ne peut pas revenir sur le passé, cependant qu'on peut prendre acte des erreurs d'antan avec la ferme volonté de construire un avenir meilleur. Animé par Jean Pétot, politologue chargé du cours de sciences politiques de Bordeaux, il s'agira d'évoquer cette grande figure du continent africain, ce chantre de l'africanité et cofondateur de la francophonie à laquelle son nom reste indéfectiblement lié. Il m'est demandé, étant donné mes affinités culturelles et non liens de famille, et malgré la différence de génération, d'évoquer son enfance, sa formation et le parcours intellectuel qui mène à sa conception de l'universel. Et j'aimerais, si vous me le permettez, exprimer d'abord ma gratitude à l'égard de ce tombe et parrain pour la part importante qu'il a eue dans ma formation intellectuelle, part capitale qui confère un caractère particulier à nos relations. Avec mes frères et sœurs, nous nous sommes adonnés aux études classiques. Son exemple m'inspirait de l'admiration, sa passion du latin et du grec devint la mienne, et plus tard, avant la fin de mes études universitaires, j'ai intégré l'École nationale de la France d'Outre-mer, l'ANFOM, où se formaient avant l'indépendance des pays africains les cadres destinés à servir dans l'ensemble des territoires français d'Outre-mer. Senghor y enseignait les civilisations et les langues africaines. C'est sur ces conseils que j'ai opté pour la carrière diplomatique et j'ai eu l'honneur de servir le Sénégal comme ambassadeur en Amérique latine, singulièrement au Brésil, et dans nombre de pays européens du bassin méditerranéen. Notre longue et étroite collaboration tout au long de ma carrière s'enrichissait de nos échanges d'idées et de nos discussions souvent animées, mais toujours fécondes. Il a contribué à éclairer ma vision du monde, bien qu'une génération nous séparait. J'en viens à présent à évoquer d'autres éléments importants pour accéder à une meilleure connaissance de Léopold Sédar Senghor. Senghor est né en octobre 1906 à Joal, une bourgade au sud de Dakar, fondée au XVIe siècle par des navigateurs portugais dans une famille d'origine sérère et de religion catholique. Baptisé, il rejoint avec sa mère Nielan Barou, Dior, le village de l'intérieur, proche de Joal, où réside son père, Basile Peroy, grand propriétaire terrien et riche commerçant, qui comptait parmi ses familiers, entre autres, le souverain du royaume de Sine. Le père de Senghor était polygame. Conformément à la coutume sérère, l'Église ayant su accommoder la religion avec les réalités du pays. C'est là, dans l'ambiance traditionnelle de l'Afrique d'hier, que son oncle maternel, Tokouali, lui fait découvrir des rites animistes. À l'âge de 7 ans, il doit abandonner la vie bucolique
qui a rythmé son enfance et imprimé dans sa mémoire le souvenir ineffable, moment d'innocence et de honneur. Ces années influenceront profondément sa vie, la poésie et sa pensée. L'école de la mission catholique de Joanne, où je suis moi-même né, puis celle de Nazoville, procède à sa scolarisation dans le primaire. Un de ses frères aînés, mon père René, et son épouse Hélène, ma mère, titulaire du brevet élémentaire, ce qui à l'époque était exceptionnel chez les jeunes filles, l'adoptent quasiment comme leur fils et suivent son éducation parallèlement à l'influence qu'exerce sur lui la congrégation des Pères du Saint-Esprit. À 16 ans, il part pour le collège séminaire d'Iberman de Dakar, où il se distingue par ses dispositions exceptionnelles pour le français, le latin et le grec. Au terme de brillantes études secondaires, il entre en Cagne au lycée d'Iran et après de solides études universitaires en Sorbonne, est reçu en 1935 à l'agrégation de grammaire et devient ainsi le premier agrégé d'Afrique. Il sera successivement nommé au lycée Descartes de Tours et au lycée Marcel Berthelot de Saint-Maur-les-Fossés. Mobilisé en 1939, fait prisonnier en 1940, pendant 2 ans, entré dans la résistance, il reprend à la Libération son poste au lycée Marcel Berthelot avant de se lancer en politique et se fait élire député du Sénégal aux élections françaises de 1945 et plus tard président de la République en 1960. Il tente alors de mêler un socialisme à l'africaine, expulsé du marxisme alors en vogue, au concept de la négritude. Pendant ses mandats présidentiels, il s'est évertué à développer une politique culturelle audacieuse, suscitant les multiples attaques qui ont alimenté des controverses. Au fil du temps, les passions se sont apaisées, car Senghor a su intégrer dans sa démarche intellectuelle la critique de ses contestataires comme un apport de la pensée africaine. Ces diverses expériences ont constitué le socle moral et humain sur lequel sera assise la sensibilité du futur poète, le poète à qui nous rendons hommage aujourd'hui et qui fut pour eux à tous les souffles du vent. En effet, dans son œuvre littéraire et philosophique, il n'a cessé de proclamer son enracinement dans les valeurs de la civilisation négro-africaine, mais ce comme préalable à l'ouverture aux apports fécondants des autres continents et civilisations du monde. Ce qu'il a appelé le dialogue des cultures. Mais ce dialogue des cultures ne signifie pas le gommage des différences culturelles. Il s'agit pour Senghor de maintenir les identités culturelles à l'intérieur de cette civilisation de l'universel qui sera le rendez-vous du donner et du recevoir selon la belle formule de son plus que frère, l'antillais, martiniquais Aimé Césaire. Senghor a en effet toujours œuvré pour l'avènement d'une humanité nouvelle pour ce citoyen du monde. Ce dialogue est une chance unique pour tous ceux qui souhaitent vivre dans un monde fraternel et de partage, apaisé parce que culturellement métis, un monde de chacun est métis à sa façon. Permettez-moi, en terminant, de remercier tous ceux qui sont présents à cette magnifique soirée culturelle et j'espère pour ma part avoir procédé à un modeste rappel biographique et à une esquisse des vues culturelles et philosophiques de ce grand poète auquel vous rendez hommage aujourd'hui, hommage auquel vous avez eu l'amabilité de m'associer, moi son œuvre. Certes, nous continuerons à nous demander, face à la pensée et à l'action qui nourrissent et dynamisent son œuvre,
comment un Senghor, comme le soulignait Jean Daniel dans le Nouvel Observateur, paru lors de son essai en 2001, a été possible et comment il a pu fonctionner en accord avec lui-même au milieu des antagonismes de ses héritages. N'est-ce pas là tout le mystère et tout l'honneur de l'homme que nous admirons et dont la poésie confie-t-il lui-même dans une intuition géniale, consiste à chanter d'une voix nouvelle avec la vieille voix de la jeunesse du monde. Je vous remercie de votre attention et dans l'attente du plaisir de pouvoir bientôt de nouveau être parmi vous. Merci.